Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala maulana rasulillah. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous avoir tout au long de cette séance, même si c'est à distance, dans ce contexte un peu délicat et difficile pour nous tous. Donc notre séance d'aujourd'hui, il s'inscrit dans le cadre de la première partie de notre module droit de procédure pénale marocaine. Certes, cette partie, on l'avait divisée en deux grands titres, à savoir premièrement l'enquête policière et deuxièmement l'instruction préparatoire, qui est un autre type d'investigation judiciaire. Donc, l'instruction préparatoire, en fait, c'est un sujet de discordance en matière juridique et qui pose beaucoup de questions doctrinales, et ce qu'on va essayer de soulever de temps en temps à travers les passages de cette séance. C'est ainsi que l'instruction préparatoire ou l'information judiciaire, c'est une procédure préalable au jugement dont l'objet est de, premièrement, mettre en état une affaire pour qu'elle puisse être utilement jugée, comme il porte sur les faits et sur les personnes. Deuxième objet tenu par l'instruction préparatoire, et c'est le fait de décider du renvoi devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de première instance ou la chambre criminelle de la cour d'appel. Aussi, le juge d'instruction, c'est un magistrat du siège qui instruit à charge et à décharge avant tout procès pénal éventuel en vue de réunir tous les éléments permettant de déterminer si les charges retenues à l'encontre de la personne poursuivie sont suffisantes pour celle-ci soit jugée. L'importance du rôle que le juge d'instruction dans le cadre du procès pénal est indéniable, car son intervention constitue une garantie supplémentaire à la protection des libertés individuelles, contrairement au ministère public qui a tendance à systématiser la poursuite. Le juge d'instruction, il se prononce d'une manière plus réfléchie sur l'avenir de la poursuite. Aussi, le juge d'instruction, il dispose d'une qualité d'officier supérieur de la police judiciaire. Mais évidemment, ce statut lui permet de se saisir personnellement de l'enquête préliminaire en cas de flagrance, ou de charger les officiers de la police judiciaire d'accomplir certains actes par le biais d'une commission rogatoire. Le juge d'instruction est aussi une autorité d'accusation car il dispose à ce titre des mêmes pouvoirs qui sont attribués au parquet. Ce juge d'instruction, il peut aussi, si les besoins de l'instruction l'exigent, rendre des ordonnances par le biais desquelles il peut restreindre certaines libertés individuelles, comme on va voir après en détail dans le cadre des différentes attributions accordées par le législateur au juge d'instruction. Ceci dit, on va essayer premièrement de dévoiler les caractères de l'instruction avant d'aborder le domaine de l'instruction, ainsi que les différentes instances juridictionnelles chargées de l'instruction, ainsi que les modes de saisine d'ouverture de l'instruction dans un second temps, si le temps le permet bien évidemment. Et bien évidemment, je laisserai une deuxième partie dans ce chapitre, dans ce titre de l'instruction, dans lequel on va traiter les attributions du juge d'instruction ainsi que le contrôle de l'instruction. Donc,
Les caractères de l'instruction présentent tout d'abord deux types de caractères, si vous voulez. Premièrement, un caractère juridictionnel et deuxièmement, un caractère inquisitoire. Le caractère juridictionnel de l'instruction, il relève du fait que l'instruction est menée par un magistrat qui doit être saisi et qui rend des ordonnances et revêt un caractère juridictionnel, car le juge d'instruction est une posture indépendante vis-à-vis au ministère public et de la juridiction de jugement. Donc, cette posture d'indépendance, c'est ce qui fait la qualité et la qualité caractérisant bien évidemment le juge d'instruction. Cette indépendance, il oblige le juge d'instruction à respecter une neutralité complète dans la préparation des opérations de l'instruction préparatoire et dans le cadre du rassemblement des preuves. C'est ainsi, à travers ce caractère juridictionnel de l'instruction, que le juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge, contrairement au parquet qui instruit qu'à charge. Deuxième caractéristique, c'est que l'instruction est une procédure inquisitoire. Évidemment, la procédure d'instruction est une procédure dite inquisitoire pour les besoins de la manifestation de la vérité. Elle est écrite, secrète et non contradictoire. Cette règle ne concerne que l'autorité judiciaire, c'est-à-dire les magistrats, juges d'instruction et magistrats du parquet, et les auxiliaires auxquels elle fait appel, à savoir les enquêteurs de la police, les huissiers de justice, les greffiers, les experts et les personnes qui participent au contrôle judiciaire, comme on va le voir dans les prochains passages. En revanche, ne sont pas visés par l'article 15 du Code de procédure pénale qui inscrit certaines modalités d'obligation de secret professionnel. Il exclut bien évidemment de cette modalité d'obligation du secret professionnel la personne mise en examen, les témoins, la victime et les journalistes. C'est ainsi que l'article 15 du Code de procédure pénale dispose que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction, elle est secrète, le caractère obligatoire de discrétion. Et toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues bien évidemment dans le Code pénal et en particulier l'article 466 du Code pénal. J'attire votre attention ici que cette affirmation que les journalistes sont tenus à l'obligation du secret, bien évidemment, a besoin d'être tempérée, car l'article 54 du Code de la presse, il interdit de publier des actes d'accusation et tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant d'en débattre en audience publique sous peine de 5 000 à 50 000 dirhams d'amende. En effet, le secret n'est toutefois pas absolu. Ainsi, certains textes permettent une publicité relative à l'instruction préparatoire. Ceci dit que le juge d'instruction doit dire au prévenu, doit informer le prévenu des faits qui lui sont reprochés. Il peut le confronter
avec ses adversaires, sauf bien évidemment les témoins, comme il doit l'interroger sur le fond en présence de son avocat. Donc, c'est tout ce qui concerne bien évidemment les caractéristiques de l'instruction. On avait dit que 2 caractéristiques, à savoir le caractère juridictionnel ainsi que le caractère inquisitoire. En ce qui concerne le domaine de l'instruction, le domaine de l'instruction ou les modalités du domaine de l'instruction, ils sont disposés dans l'article 83 du Code de procédure pénale et qui prévoit que l'instruction préparatoire est obligatoire lorsqu'il s'agit des crimes qui sont punis de peine de mort, de perpétuité, ou lorsque la peine maximale est de 30 ans de réclusion. Deuxième condition pour laquelle l'instruction préparatoire est obligatoire, lorsque les crimes qui sont commis par des mineurs. Et troisième condition, il est relative au délit, mais en vertu d'une disposition spéciale de la loi. Et ça, je vous renvoie à l'article 255-257 du Code de procédure pénale. Il s'agit des délits et des contraventions connexes de crimes. On ne peut concevoir les uns sans les autres. Ils peuvent être commis pour les mêmes motifs, en même temps et au même endroit. Donc, les délits qui sont concernés par l'instruction préparatoire de façon obligatoire sont les délits et les contraventions qui sont connexes ou annexés à un crime préalable. Hors ces cas, l'instruction est facultative pour les autres crimes ainsi que les autres délits commis par les mineurs ainsi que les délits dont la peine maximale édictée par la loi est égale ou supérieure à 5 ans. Le troisième angle par lequel on peut aborder l'instruction ou la théorie d'instruction, c'est quelles sont les instances juridictionnelles chargées de l'instruction. À travers cette question, on peut soulever que l'existence de 3 instances qui sont chargées de l'instruction. Premièrement, le juge d'instruction. Deuxièmement, la commission rogatoire. Troisièmement, la chambre correctionnelle de la cour d'appel. En ce qui concerne le juge d'instruction, l'article 52, dans son premier et deuxième alinéa, il consacre le rôle d'un juge d'instruction au niveau du tribunal de première instance et au niveau de la cour d'appel. Le juge d'instruction, c'est un magistrat de siège inamovible, nommé pour une durée de 3 ans, et là j'attire votre attention pour mettre en relief les apports du projet de loi de procédure pénale qui baisse cette durée accordée pour le juge d'instruction juste pour 2 ans, et là je pose un grand point d'interrogation pour ce changement de durée. Donc il est désigné pour 3 ans par un arrêté du ministère de la Justice, prorogeable sur proposition, bien évidemment, des présidents de leur juridiction répressive, à savoir le tribunal de première instance et le président de la cour d'appel. Un autre arrêté peut mettre fin aussi à cette fonction de juge d'instruction, et bien évidemment, de la même manière, et les intéressés, ils réintègrent, c'est-à-dire les juges d'instruction à qui on a mis fin à leur fonction, à leur responsabilité, ils doivent réintégrer la magistrature assise ou le parquet ou l'administration sociale, centrale plutôt. En droit français, le juge d'instruction, c'est un magistrat du tribunal de grandes instances et il est nommé par décret présidentiel sur proposition des gardes des Sceaux, qui est le ministère de la Justice et des Libertés au Maroc,
après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, mais ce qui fait la différence par rapport au droit marocain, c'est son limitation de durée. Bien évidemment, la loi du 25 juin 2001, il limite toutefois ses fonctions à 10 ans dans le même tribunal. Il peut être révoqué selon les mêmes formes en qualité de juge d'instruction, mais en tant que magistrat du siège, il reste inamovible et irrévocable. En matière de terrorisme, l'article 706-17 du Code de procédure pénale français, il attribue une compétence concurrente à celle du juge normal saisi à la juridiction d'instruction de Paris. Celle-ci, c'est-à-dire la juridiction d'instruction de Paris, elle exerce alors sa compétence sur toute l'étendue du territoire national et non que régional ou communal. Donc, certaines instructions peuvent même être confiées, le cas échéant, aux formations spécialisées en matière économique et financière. J'ai fait ce passage-là, je vous propose là juste pour faire une petite comparaison, et là je la souligne en rouge s'il vous plaît, une petite comparaison du statut du juge d'instruction en droit français comme en droit marocain. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler du juge des libertés et de la détention en droit français, qui est un magistrat du tribunal de grande instance, dont le rôle est selon le nom qu'il porte, né et de la détention, né de la volonté d'avoir un contrôle supplémentaire sur certaines décisions des juges d'instruction et certains actes des services d'enquête. Deuxième cas de figure pour les instances chargées de l'instruction est la commission rogatoire. Donc, sur la forme, au lieu de procéder lui-même, le juge d'instruction peut déléguer à certaines personnes une partie de ses pouvoirs en les chargeant d'accomplir à sa place tel ou tel acte d'infraction qu'il estime nécessaire. Et cette délégation se fait au moyen, bien évidemment, de commissions rogatoires. Les destinataires sont souvent soit des juges ou mais le plus souvent, c'est des officiers de la police judiciaire, comme on l'a vu dans notre étude de l'institution de la police judiciaire. Et ces derniers doivent respecter les mêmes règles de formalité que celles qui s'imposent aux juges d'instruction. Cependant, le juge d'instruction, il se réserve les actes les plus graves et les plus profonds de l'instruction, c'est-à-dire, à titre d'exemple, la détention en provisoire. Ceci étant, l'objet de la commission rogatoire, il se limite aux actes d'infraction impliqués par la poursuite d'une infraction. Il ne doit pas se confondre avec l'ensemble de l'instruction. Lorsque le délégatoire n'est pas un magistrat, c'est un officier de la police judiciaire, il ne peut procéder ni à l'interrogatoire des suspects, ni à leur confrontation. Le législateur, à ce point, il estime que les droits de la défense sont mieux garantis par un juge que par un policier, bien évidemment. C'est l'avis du législateur. L'acte de la commission rogatoire est pris par écrit, c'est-à-dire ce qui reflète la forme, désignant l'information poursuivie, l'infraction plutôt poursuivie, les suspects éventuels, le juge commettant, caché bien évidemment et signature de la personne, du magistrat concerné, ainsi que la date et le délai d'exécution. Quand ce dernier point n'est pas déterminé, le délégataire remet son rapport au juge d'instruction dans un délai maximum de 8 jours après la fin des opérations. Troisième cas de figure des instances chargées de l'instruction est la chambre correctionnelle de la cour d'appel. L'article
10 du Daher du 28/9/1974 relative à l'organisation judiciaire au Maroc, il attribue à la chambre correctionnelle de la cour d'appel l'instruction du deuxième degré. Cette compétence est reprise par le Code de procédure pénale de 2002 dans son article 231 et en particulier le troisième paragraphe. Selon cet article-là, la chambre correctionnelle est composée d'un président ou son délégué et de deux conseillers avec la présence bien évidemment du ministère public et un greffier. Cette chambre est compétente pour décider sur les demandes de délibération provisoire présentées directement selon les alinéas 4 et 5 de l'article 179 du Code de procédure pénale, ainsi que la gestion des mesures de contrôle judiciaire et qui sont prises selon l'article 160 du Code de procédure pénale. Deuxième compétence, elle vérifie les demandes il statue sur les demandes de nullité des opérations d'instruction prévues par l'article 210 et 213. Troisième compétence, elle vise les appels contre les ordonnances du juge d'instruction selon l'article 222 et ce qui suit. Et toute violation, ainsi la quatrième compétence de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, c'est relative aux violations qui concernent l'officier de la police judiciaire lors de l'exercice de ses fonctions et qui sont conformes aux articles 29 et 35 du Code de procédure pénale. Là, je vous renvoie auprès de ce que je vous ai dit par rapport au juge des libertés et de détention et de liberté, comme le nom l'indique, bien évidemment, c'est un juge de détention. Il y a un croisement de certaines compétences de la chambre correctionnelle de la cour d'appel par rapport au juge d'instruction en droit marocain. Voyons voir ce qui se passe par rapport au mode de saisine et d'ouverture d'instruction. Ce quatrième point de cette séance, on va essayer de dévoiler deux choses. Les modes de saisine qui concernent les modes de saisine ou les modes d'ouverture de l'instruction, à savoir premièrement le réquisitoire, le réquisitoire du ministère public ou une plainte avec constitution de partie civile. Donc, le juge d'instruction ne peut pas se saisir lui-même, et ce même en cas d'infraction flagrante, car la mise en mouvement en violation du principe de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction. Selon l'article 84 du Code de procédure pénale, il y a deux modes de saisine du juge d'instruction. Premièrement, à travers un réquisitoire du ministère public ou à partir d'une plainte déposée par la victime et qui se constitue, bien évidemment, il doit se constituer en tant que partie civile. En ce qui concerne le réquisitoire du ministère public, c'est une demande écrite présentée par le ministère public, que ce soit le procureur du roi ou le procureur général du roi, au juge d'instruction pour permettre d'ouvrir une information sur des faits bien précis. Et je souligne ici l'objet du réquisitoire. Il porte sur des faits précis. La saisine du juge d'instruction est d'abord objective, car le réquisitoire ou la plainte du fait et non d'une qualification. À l'égard des faits, le juge d'instruction doit instruire uniquement sur les faits visés dans l'acte de saisine et non sur d'autres faits révélés par l'enquête. Pourtant, si un fait nouveau surgit, le juge doit le communiquer au procureur général du roi afin qu'il lui demande par réquisitoire supplétif de leur étendre l'information si le juge opportun. Or, il peut demander cela, relever l'effet de nouveau et effectuer à éviter
que les preuves disparaissent. À l'égard des personnes, le réquisitoire du procureur général ou du procureur du roi, du procureur général du roi, il peut être pris contre personnes dénommées ou non dénommées. Lorsque le réquisitoire introductif n'indique nommément aucune personne, aucun suspect, le juge instruit contre X et il peut inculper tous les auteurs ainsi que les complices de l'infraction à l'occasion de laquelle l'information est ouverte. Le juge n'a pas besoin de réquisitoire supplétif dans ce cas-là. Inversement, quand le réquisitoire désigne des personnes, théoriquement, le juge d'instruction peut les inculper ainsi que tous les co-auteurs et complices de la même infraction, objet de l'instruction préparatoire. Deuxième hypothèse selon laquelle on peut ouvrir une instruction, c'est la plainte déposée par une victime, une personne victime, et qui se constitue en partie civile. Selon l'article 84, et en particulier le cinquième paragraphe, le juge d'instruction de partie civile, il est alors saisi de l'action civile et pénale. La victime, dans ce cas, profite des preuves rassemblées par le juge d'instruction, ce qui lui facilite la tâche. En effet, l'article 82, et en particulier l'alinéa 4 du Code de procédure pénale, complété par la loi 3710 relative à la procédure pénale en matière de protection des victimes, des témoins, des experts et des dénonciations, en ce qui concerne les infractions de corruption, de détournement ou de trafic d'influence et autres. Il dispose que la victime d'une infraction doit être informée de son droit de se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou de juridiction du jugement. Elle doit également être informée des droits dont elle jouit en vertu de la loi. Donc là maintenant, il y a, à travers ce titre, on relève l'expression « il doit », c'est-à-dire que le juge d'instruction ainsi que les autres juridictions du jugement ont l'obligation d'informer la victime de se constituer en tant que partie civile. Ce qui permet au juge d'instruction, bien évidemment, lorsqu'il lui demande de se constituer en partie civile, d'ordonner la victime de consigner auprès du tribunal au sein duquel il siège une somme destinée à couvrir les frais éventuels du procès et de désigner un domicile dans le ressort de la même juridiction selon les dispositions de l'article 95 du Code de procédure pénale. À défaut de consignation de la somme déterminée par le juge d'instruction, il entraîne l'irrecevabilité de la demande carrément. Ceci étant, le juge d'instruction il rend ensuite une ordonnance de soit communiquée par le biais de laquelle il transmet le dossier au ministère public. Ce dernier procède à la vérification de l'objet et de l'admissibilité de la plainte et décide soit le classement sans suite, soit l'ouverture d'une information judiciaire. Quand il opte pour cette dernière, que ce soit d'ailleurs à la suite d'une ordonnance de soit communiquée du juge d'instruction ou au terme de la plainte et des renseignements qu'il a reçus directement de la victime ou des tiers, des services de la police judiciaire, il remet au juge d'instruction un réquisitoire introductif d'instance. Mais ce réquisitoire n'est qu'une formalité secondaire de procédure qui ne met pas en mouvement l'action publique, cette mise en mouvement ayant été opérée par la plainte elle-même. Donc, jusqu'à présent, on a essayé de voir l'instruction à travers les caractères de l'instruction, à savoir le caractère juridictionnel, les domaines d'instruction bien évidemment,
en matière criminelle, délictuelle, contraventionnelle. Les instances juridictionnelles chargées de l'instruction, à savoir le juge d'instruction, la commission rogatoire, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, et on a clôturé cette séance par les différents modes de saisine dites les procédés d'ouverture de l'instruction, à savoir le réquisitoire du ministère public et la plainte avec constitution de partie civile par la victime. C'est ainsi que cette séance s'achève. Je vous donne rendez-vous la prochaine séance. Portez-vous bien et bon confinement. Au revoir. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau